Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatic News Hebdo, notre émission consacrée et dédiée à l'informatique pour les professionnels des télécoms et de l'informatique, bien évidemment. Et pour analyser cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par Intel, j'allais dire septembre, c'est la fin de l'été, mais c'est aussi la saison des annonces en matière de processeurs. Hein. Il y en a eu chez AMD et c'est le tour maintenant d'Intel qui annonce la 13e édition de ces Intel Core avec, j'allais dire, plein de cœurs, des cœurs de tous les côtés. Voilà, 24 cœurs, donc pour simplifier, pour répondre directement à votre question. Alors, c'est pas l'annonce du siècle chez Intel, bon, c'est la donc 13e génération. C'est un nouveau processeur, donc c'est pour les ordinateurs de bureau, hein, les desktops. C'est un processeur, donc 24 cœurs, 32 threads, et qui tourne à 5,8 GHz, donc assez rapide. Donc, je dirais que Intel poursuit le déroulement de sa famille Core. Et là, on avait parlé la semaine dernière de l'annonce marketing hein, où Intel arrêtait les Pentium et les Celeron. Et on avait rappelé un petit peu l'historique. C'est dans les années 2005-2006 que Intel avait commencé à défricher cette architecture multicœur qui continue encore aujourd'hui avec de plus en plus de cœurs. On ne sait pas très bien jusqu'où ça peut s'arrêter. Donc, c'est pas un processeur... je dirais, autant la génération d'avant était plus marquante parce qu'elle marquait une rupture avec cette idée d'avoir des cœurs un peu spécialisés. Donc, c'était l'annonce de l'architecture Big Little. Donc, on avait des processeurs qui étaient spécialisés pour... Des cœurs qui étaient spécialisés en faible consommation voilà, et d'autres qui étaient en puissance. Et donc, on continue dans cette voie-là. Donc, je dirais que rien de marquant. C'est le concurrent, comme vous le disiez, AMD a annoncé son Ryzen 7000. Donc, c'est le concurrent de ce processeur-là. Donc, je dirais qu'il y a... Bon, c'est clair qu'Intel a quand même un avantage sur son concurrent, mais malgré tout, AMD... oui, depuis quelques années, qu'on voyait il y a quelques années dans une situation un peu plus délicate et qui était un distant second, se rapproche et devient un concurrent qui titille de plus en plus Intel. Donc, bon, je dirais que c'est intéressant dans la mesure où... ce processeur d'aujourd'hui va équiper les ordinateurs du bureau de demain, sachant que malgré tout, je dirais que dans la composition du parc informatique entre les portables et les ordinateurs du bureau, je dirais que la tendance est clairement, et depuis un certain temps, sur les ordinateurs portables, d'autant plus que cette tendance s'est accélérée avec la pandémie, bien sûr. Avec la pandémie et le télétravail, puisqu'il est clair qu'entre avoir un portable chez soi et puis un desktop, il n'y a pas photo, à tout point de vue d'ailleurs, ne serait-ce qu'au point de vue... Transportabilité, mais surtout même au niveau du bruit, parce que le ventilateur, ça peut être parfois paraître un... Et puis quand j'entends 5,8 GHz, j'imagine consommation... Oui, tout. Alors justement, c'est un point intéressant que vous soulignez, c'est que de ce point de vue-là, Intel, alors qu'on parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique, là il n'y a pas d'avancée majeure. Donc, un point qu'il était intéressant de souligner, effectivement. Alors Guy, autre sujet, je dirais au cœur des discussions dans le secteur du moment, c'est la fameuse souveraineté numérique, avec, j'allais dire, 3 acteurs français qui s'y collent, si je peux me permettre l'expression un peu triviale, pour essayer de monter une suite collaborative souveraine. Donc les acteurs en question, on en connaît au moins un des 3, oui. Ou Drive. Alors, les autres, je vous laisse les présenter. Alors, donc les 3, c'est Tixeo ou Drive et puis Olvid. Alors, comme vous le disiez, c'est l'assemblage des 3, c'est pour fournir une suite collaborative sécurisée. Donc le mot sécurisé est important parce que chacun des 3 acteurs a une offre soit chiffrée, soit sécurisée. Donc le chiffré, évidemment, veut dire sécurisé. Sécurisé ne veut pas dire nécessairement chiffré. Donc ils s'associent tous les 3 pour fournir une offre de collaboration sécurisée.
Tixeo, alors on va les présenter rapidement. Tixeo, c'est une société qui est basée à Montpellier, qui n'est pas toute jeune puisqu'elle a été créée en 2003 et qui offre depuis une dizaine d'années, qui avait commencé dans un domaine un peu différent, mais qui depuis s'est recentrée sur la visioconférence donc sécurisée et qui s'est spécialisée dans ce domaine-là. ODrive, on le sait, c'est le stockage et le partage de documents sécurisés toujours. Et puis Olvid, alors ODrive a été créée donc elle est plus connue, je dirais, de nos lecteurs. Elle a été créée en l'an 2000. Et puis Olvid, elle, pour le coup, est une société beaucoup plus récente qui est spécialisée dans la messagerie instantanée, sécurisée toujours, avec un petit défaut pour cette dernière, c'est que je dirais que la partie serveur de son logiciel a été mise stockée chez AWS. Donc c'est petit Ça peut changer peut-être. Ça peut changer. Alors donc ces trois s'associent pour cette offre-là et le mot sécurisé est important parce qu'en fait l'idée c'est pas de remplacer les offres et les solutions qui sont proposées par Microsoft et Google, mais c'est plutôt pour les compléter et avoir pour des besoins spécifiques, pour des secteurs sensibles. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, pour des secteurs, pour des besoins un peu particuliers, ils vont utiliser cette offre-là. Alors, je dirais que après, faut voir. Hein, il y en a. Si on prend par exemple le cas de Tixeo Drive, il revendique 80% des sociétés du CAC 40, donc qui sont déjà bien implantées dans les grandes entreprises. Tixeo aussi a de belles références. Hein, ils ont la DGA, ils ont le CNES, ils ont Orange. Donc, vous voyez déjà des sociétés établies. Bon. À caractère très français, mais bien établi. Je dirais que le point faible de tout cela, c'est que cette offre sera disponible au deuxième semestre 2023. Donc vous voyez, c'est dans un an. Donc finalement, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est pour des raisons techniques? Est-ce que c'est pour d'autres raisons que, j'irais, j'imagine que c'est quand même des entités différentes, donc il y a quand même un peu de... Si on veut quelque chose d'unifié, il y a un peu de travail. Je sais, mais enfin, en tout cas, à la vitesse du cloud, un an, c'est beaucoup. Et donc, je dirais que c'est un peu le point faible de cette proposition. Sachant, je dirais qu'à l'inverse, fait certainement une initiative que tous les petits entre guillemets, acteurs français qui entendent rivaliser et qui entendent faire des propositions, justement, des propositions de solutions souveraines, puisque souveraine liée, donc il y a le cloud et donc cloud souverain. Alors, souverain ou de confiance d'ailleurs, un petit peu, la même chose, toujours un peu la confusion entre les deux. C'est vraiment une voie qui devrait être suivre à l'avenir avec des coopérations entre acteurs, puisque beaucoup de ces petits acteurs, toujours entre guillemets, ont des solutions partielles qui ne peuvent pas rivaliser avec des offres globales. Comme Microsoft, Google et autres. Donc cette association serait la bienvenue. Et le problème, c'est que, alors déjà, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et puis, vous voyez, ça prend un peu de temps à faire. Donc, il y a peut-être, je dirais, urgence à accélérer un peu le mouvement dans ce sens-là. Très bien, écoutez Guy, suite dans 6 mois, pour voir où on en est sur ce chantier. Alors on parlait d'AWS, on parle directement d'OVH Cloud. Alors tout le monde parle de cloud, mais pas oublier quand même que les serveurs, entre ce qu'on appelait les serveurs dédiés, maintenant on appelle bare metal, c'est peut-être plus moderne, existent toujours et il y a toujours une demande. Et donc justement ça tombe bien parce qu'OVH upgrade un peu son offre en la matière. On sait que c'était le cœur de l'offre évidemment historique d'OVH. Oui, alors ils ont plusieurs annonces d'ailleurs dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt des serveurs, comme vous le disiez, bare metal, ça fait mieux que dire serveur dédié. Donc ça veut dire qu'en gros c'est des serveurs sur lesquels vous allez être le seul utilisateur et donc sur lequel vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme application. Donc c'est plutôt là, en l'occurrence, dans le domaine du HPC, donc de calcul intensif, donc c'est plutôt du haut de gamme, sachant qu'ils ont des offres pareilles, AMD et Intel. Ils proposent les deux solutions. Et ça n'empêche pas qu'ils proposent également une solution d'entrée de gamme, de toujours serveur bare metal. Ils proposent également, alors donc c'est pour ça que c'est une annonce, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites à des moments différents. Ils ont une annonce
annonce de stockage également haut de gamme, en fait, la solution globale monte jusqu'à 1,4 pétaoctets. Donc, c'est quand même, ça permet de voir venir, si je puis dire. Et puis, alors, dans une autre annonce un peu différente, ils étaient déjà présents dans le stockage objet. Et là, ils étoffent leur solution de stockage objet en intégrant en intégrant l'API S3 d'Amazon, Amazon Web Services, qui est le grand standard maintenant du stockage. Donc ça va permettre d'avoir des solutions hybrides OVH AWS et avec la possibilité de passer de l'un à l'autre. Donc je dirais qu'une évolution assez importante pour OVH, à la fois côté serveur et côté stockage traditionnel et stockage traditionnel, oui, et puis stockage objet. Alors Guy, on change complètement de thématique, hein. Sur le front de la cybersécurité, après l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est la ville de Caen, hein, qui subit une nouvelle attaque, en tout cas publique, et qui paralyse évidemment l'ensemble des services proposés par la mairie, l'état civil y compris. A priori, ça peut paraître moins grave qu'un hôpital, hein, bien sûr, puisque les conséquences ne sont pas les mêmes, du même ordre. Là, c'est donc certains services qui ont été touchés, c'est pas l'ensemble des systèmes qui ont été impactés par ça. Donc, je crois qu'il y a eu l'état civil. J'ai d'ailleurs essayé de me connecter sur le site de la ville hier soir. C'était pas possible. C'était pas possible. La prise de rendez-vous n'est pas possible. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'impacts assez significatifs, sachant que jusqu'à présent, il n'y a pas de rançon qui a été demandée. Les données n'ont pas encore été chiffrées, mais on ne sait pas si finalement elles ont été ponctionnées pour pouvoir être diffusées sur le dark web. Donc, je dirais que c'est tout récent. Hein, c'est arrivé avant-hier, je crois. Donc, c'est très récent. Donc, on n'en sait pas encore trop, mais ça veut dire qu'une fois de plus, les villes, les hôpitaux, enfin toutes les structures, les services publics sont des cibles potentielles. Et si on revient sur l'attaque de Corbeil-Essonnes qu'on avait mentionné dans notre récapitulatif de l'été. Bon, évidemment, l'impact était beaucoup plus important avec des reports d'opérations, enfin des choses beaucoup plus sensibles. Et pour le coup, là, d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait reçu le patron de Sophos il y a 15 jours qui expliquait de manière assez claire que pour ce qui concerne les hôpitaux, il y avait des infrastructures de sécurité qui n'étaient pas encore au niveau. Et là, précisément, on vient d'apprendre qu'il y avait une enveloppe globale déjà de 2 millions, puis de 5 millions, donc au total 7 millions, pour la remise à niveau de l'infrastructure informatique avec le volet sécurité qui convient. Donc vous voyez que finalement... On rappelle en plus, je me permets de dire que l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est un hôpital relativement récent. Hein. C'est un hôpital récent, très... Oui, enfin... Je sais pas oui, c'est ça. J'y suis allé il y a quelques années. Effectivement, c'est un hôpital récent. Bon, c'est une véritable... Enfin, ça fait un hôpital... Une usine à soins, on va dire. Vous vous souvenez, on parle des fermes 1000 vaches. C'est un peu l'équivalent pour la santé, de la santé de ce qu'est le 1000 vaches dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est un hôpital très récent. Et donc, on ne peut que noter que finalement l'informatique n'était pas au niveau de le bâtiment était certainement aux normes les plus modernes, mais l'informatique n'avait pas suivi. Donc ce qui est vrai à Corbeil est sans doute vrai dans pas mal d'hôpitaux, et donc là aussi il y a urgence à une mise à niveau assez rapide pour éviter ce genre d'écueil beaucoup plus embêtant. Alors justement, vous faites la transition, il dit facilement, parce que c'était cette semaine l'annonce du budget 2023 du gouvernement, et évidemment il y a un volet numérique. On va pas tout détailler, hein, l'ensemble des enveloppes budgétaires dédiées aux différentes agences, mais il y a quand même des choses intéressantes, ANSSI, CNIL et compagnie. Et justement, on va peut-être revenir sur cette partie sécurité.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une augmentation importante des ressources dédiées à la sécurité dans ce budget? Alors, effectivement, comme vous le disiez, on ne va pas le refaire en détail, parce que ça ferait quand même beaucoup de chiffres. Mais bon, malgré tout, il y a le réseau très haut débit qui est mis à niveau. Il y a le parc des juridictions, le parc informatique des juridictions qui va être aussi remis à niveau. Il y a un réseau mobile des forces de sécurité qui va être mis en place. Donc, il y a un certain nombre de projets. Il y a la migration du projet Chorus, qui est également prévu. Vous vous souvenez de ce projet Chorus, hein, ça fait un certain temps qu'on en parle. Donc je ne sais pas si c'est la mise à niveau vers S4ANA, mais bon, faudra regarder ça dans le détail. Et puis, comme vous le disiez, un volet cybersécurité important, alors avec plusieurs composantes. Donc déjà, principalement d'ailleurs sur finalement l'extension en termes de ressources humaines, puisque c'est quand même ça qui est important. On a les outils, mais il faut aussi les gens pour faire le suivi. Donc il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense qui vont bénéficier d'une augmentation de personnel dont une partie sera affectée à la sécurité. Donc 3 000 au ministère de l'Intérieur, 1 500 au ministère de la Défense, donc c'est quand même significatif. Et puis il y a un nouveau corps, je ne sais pas si c'est le mot est corps tout à fait adapté, mais c'est ce qu'ils appellent des cyberpatrouilleurs, donc ils vont, j'irais, à la fois renforcer soit la police, soit la gendarmerie à l'occasion d'événements particuliers. Et donc là, on parle de 1 500 personnes, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis il y a un deuxième volet qui est la création d'une école, donc c'est le 17 Cyber, une école spécialisée dans tous les métiers de la cybersécurité, donc qui s'ajoute à l'existant, puisque bon, les écoles informatiques, les universités, il y a un certain nombre, avec les volets cybersécurité qui vont avec. Donc là, c'est une école qui sera spécialisée dans ce domaine-là. Donc il y a aussi un élément intéressant à noter, c'est que toutes les agences style l'ANSSI, la DINOM, l'ARCOM, elles aussi bénéficient d'une augmentation de personnel. La DINOM, d'ailleurs, au passage, a vu à sa tête la nomination d'un nouvel patron, en l'occurrence. Donc Stéphanie Cher, qui est une ex-télécom et qui a une expérience des cabinets ministériels, donc bon, assez bien adapté évidemment à ce type d'emploi. Donc un volet, je dirais, cybersécurité important et qui ne fait que traduire, je dirais, les préoccupations actuelles dont on a pu déjà évoquer régulièrement. Alors Guy, on arrive au dossier de la semaine, c'est sur les cloud providers européens, avec une étude toujours dans le même cabinet, Synergy Research, j'allais dire mi-figue mi-raisin, parce qu'on peut se féliciter d'une part de la croissance de ces cloud providers européens, mais on constate malgré tout qu'en parallèle, ils perdent des parts de marché. Oui, je crois que vous avez résumé assez bien la situation. Alors, on va l'expliciter par 2-3 chiffres. Donc, c'est, comme vous le disiez, le cabinet Synergy Research, qui montre que le marché du cloud européen, en 5 ans, donc 2017-2022, a été multiplié par 5. Bon, donc ça veut dire que l'Europe a pris le virage du cloud, et donc c'est une très bonne chose. Donc multiplié par 5, ça veut dire une augmentation de 40%. Vous mettez à cela en regard l'augmentation du chiffre d'affaires des fournisseurs de cloud européens, et vous obtenez 170%. Donc vous voyez qu'en gros, ils ont, comme vous le disiez, mi-figue mi-raisin, mais c'est plutôt, je ne sais pas, vers lequel il faut pencher. Donc la réalité, c'est que la part de marché des fournisseurs de cloud européens a baissé, est passée de 27 à 13%. Donc c'est quand même, je dirais, très significatif comme évolution et en peu de temps. Ça s'explique par le fait qu'on a des fournisseurs américains qui sont extrêmement dynamiques, puissants, qui ont des montants, qui ont des capacités d'investissement énormes, puisque là on parle, c'est de 4 milliards de dollars par trimestre en investissement, parce qu'on parle de cloud, mais le cloud en fait c'est des data centers qu'il faut mettre en place. Donc on a un top 3
Le top 3, c'est toujours les mêmes. AWS, Microsoft, Google, qui représentent 70% du marché européen. Donc vous voyez que c'est quand même très élevé. Et puis derrière, on a les 3 suivants qui sont IBM, Salesforce et puis... Oracle. Le troisième, c'est Oracle, qui essaye de revenir en force sur ce marché plutôt de cloud pour des applications stratégiques. Critique, donc, vous voyez que c'est quand même une domination américaine très forte, sachant que si on prend les acteurs européens, il n'y en a pas un qui dépasse les 2%. Donc, on a SAP qui est très présent, Deutsche Telekom, on a Telecom Italia, qui vient derrière, Orange, et puis j'aurais dû dire OVH, qui se présente comme le leader européen, parce qu'il fait que ça, cloud, si je puis dire, alors que les autres, ils font autre chose. Mais donc, vous voyez qu'on a malgré tout des acteurs qui sont... qu'on pourrait qualifier de régionaux, même s'ils peuvent intervenir au niveau européen, mais dont la part de marché n'est quand même pas très élevée. Donc là, il y a... Je ne veux pas me répéter encore, mais en tout cas, il y a urgence à réagir assez fortement parce que... est-ce que c'est pas déjà trop tard? Oui, est-ce que les trains sont déjà passés? Les cartes seront déjà distribuées. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Eh bien Guy, là pour le coup, on aura sûrement l'occasion, encore une fois sur lequel on a sûrement l'occasion de revenir. Pour les semaines à venir, l'événement qui sera évidemment au cœur de l'actualité, et on reste finalement toujours sur cette thématique, c'est les assises de la sécurité, alors je ne sais pas me cybersécurité d'ailleurs, à Monaco, rendez-vous traditionnel qui maintenant, après j'irai 2 ans un peu particulier, revient à un format quasiment traditionnel. Donc j'allais dire, il y aura évidemment... tous les acteurs du secteur qui seront présents. C'est évidemment un rendez-vous incontournable. Alors, c'est sous la responsabilité sous la présidence de Thierry Huget, qui est le directeur du groupe Lagardère, directeur DSI du groupe Lagardère, et donc évidemment avec la casquette RSSI, comme vous disiez. Ce sera du 12 au 14 octobre. Les assises de la sécurité avec le FIC, c'est plus ancien que le FIC, mais c'est vraiment, je dirais, l'un des 2 grands rendez-vous en France et même en Europe dans ce domaine-là, avec tous les domaines seront traités bien sûr, mais il y aura une dimension géopolitique assez forte avec la guerre en Ukraine et ses répercussions possibles, dont on a vu récemment les attaques contre des infrastructures physiques, avec les gazoducs Nord Stream 1 et 2, mais avec aussi, et je pense que c'était un avertissement, la possibilité d'attaquer des infrastructures physiques dans le domaine de l'informatique. Donc ce sera certainement un sujet qui sera débattu. C'est un sujet qui est au programme et qui tiendra une place importante en raison de l'actualité qu'on vient d'évoquer. Et puis, pour conclure, un sujet plus léger, disons-le, puisqu'il s'agit d'une initiative conjointe de Samsung qui vous propose non pas des écrans pliables, mais étirables, si j'ai bien compris. Et alors, je ne ferai pas de commentaires parce que souvent les innovations, c'est pas vraiment si c'est du gadget ou ce sera du lourd, comme on peut dire. Donc, on avait parlé il y a, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, vous vous souvenez des écrans pliables. Et on sait, à l'époque, c'était pas encore très au point, mais ça commence à se diffuser un petit peu. Bon, est-ce que c'est une innovation du siècle? On le sait pas encore. Alors maintenant, il s'agit, comme vous le disiez, c'est une innovation c'est une démo, c'est un prototype qui a été présenté par Samsung et Intel, et donc comme vous le disiez, c'est un écran extensible, donc qui par je ne sais quelle magie est capable de passer de 13 à 17 pouces. Donc après les applications, évidemment, on les comprend assez bien. Est-ce que ça s'appliquera aux tablettes seulement? Est-ce que ça s'appliquera aux PC portables? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser pour vous dire. Je pense qu'il faudra attendre les applications en grandeur nature. Et Samsung n'a pas donné de date spécifique pour dire on va sortir notre premier modèle à ce moment-là. Mais je pense que dès qu'on l'aura, on aura l'occasion, on regardera de plus près, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, écoutez, si nos lecteurs ont des idées sur le sujet, qu'ils n'hésitent pas à en faire part en commentaire. On est
on les écoutera et on les regardera avec attention. En attendant, encore une fois, merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, très belle semaine, très beau week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Merci.